Pour le retard, et comme vous avez pu le constater, l'habitude prise consiste à avoir une intervention liminaire des personnes auditionnées. Donc si vous avez des suggestions et vos réactions à nous présenter dans un premier temps, puis ensuite je pense qu'il y aura des questions de collègues. Je vous cède bien volontiers la parole. Merci. Notre propos va essentiellement tourner autour de la question du Conseil supérieur de la magistrature, dont j'ai bien compris qu'il était l'enjeu de débat au sein même de votre commission. Vous le savez, le syndicat de la magistrature n'est pas pour le statu quo. Nous ne sommes pas satisfaits du mode de fonctionnement actuel du CSM, et nous avons déjà eu l'occasion à plusieurs reprises, et notamment devant la commission parlementaire qui s'était constituée autour de l'affaire dite d'Outreau, de développer un projet alternatif institutionnel assez ambitieux, il faut le dire, par rapport à l'état actuel et à la place actuelle de l'autorité judiciaire au sein de notre République. Alors, pourquoi? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, quel est le constat sur le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature? Nous avons un conseil dans lequel les magistrats sont majoritaires, certes, mais dans lequel la hiérarchie judiciaire est surreprésentée. Il y a 6 magistrats par formation, 6 magistrats dans la formation siège, 6 magistrats dans la formation parquet. Et la hiérarchie, aujourd'hui, occupe 3 des postes de magistrats, alors que la hiérarchie judiciaire ne représente que 5% du corps total de la magistrature. Donc, le constat que nous, en tant qu'organisation professionnelle, nous avons pu faire au cours des années, c'est qu'effectivement se développe au travers du fonctionnement du CSM à la fois des réflexes corporatistes que souvent les parlementaires ont dénoncé, et un certain clientélisme qui n'est pas, je dirais, un fonctionnement normal de cette institution. La proposition que le syndicat de la magistrature avait faite était très simple. À l'instar de ce qui se passe dans d'autres pays européens, le CSM est l'élément central pour garantir l'indépendance de la magistrature. Pour garantir effectivement cette indépendance, il devrait pouvoir gérer les carrières des magistrats, qu'ils soient magistrats du siège ou magistrats du parquet. Aujourd'hui, 90% de la carrière des magistrats du siège et 100% de la carrière des magistrats du parquet sont gérés par la chancellerie. Et là encore, on a des sources très importantes de pression sur la magistrature. Donc notre proposition, c'était effectivement d'organiser une véritable séparation des pouvoirs, de donner la main au CSM sur la gestion des carrières, avec, bien évidemment, dans ce cas précis, pour éviter un renforcement du corporatisme, une organisation et une composition du CSM pluraliste. Nous, ce que nous proposons, c'est un CSM composé majoritairement de non-magistrats, mais pour lesquels les non-magistrats seraient désignés à une majorité qualifiée du Parlement. Ça existe dans d'autres pays européens, et je crois savoir que ça fonctionne très bien. Alors, face à notre vision à nous de ce que devrait être l'organisation institutionnelle de la justice, qu'est-ce que nous propose le projet de loi? Le projet de loi, il accorde globalement aucun pouvoir nouveau au Conseil supérieur de la magistrature. La seule chose qui est concédée, c'est de permettre à la formation parquet du CSM de donner un avis sur les nominations des procureurs généraux. Alors c'est un changement, mais on sait très bien qu'aujourd'hui, le garde des Sceaux, en tout cas depuis 2002, passe quasiment systématiquement outre les avis négatifs de la formation parquet et nomme donc, selon son bon vouloir, les chefs de parquet. Donc je ne pense pas que cette nomination des procureurs généraux change considérablement l'équilibre institutionnel. Par contre, ce qui nous est proposé, c'est de modifier de manière substantielle à la fois la présidence et la composition du CSM. Et là, je voudrais y revenir un peu plus en détail. Sur la présidence du CSM, le comité Balladur prévoyait la désignation du président du CSM par le président de la République avec un droit de regard du Parlement selon la procédure de l'article 13.
Le projet de loi prévoit de confier la présidence de la formation siège au premier président de la Cour de cassation et la présidence de la formation parquet au procureur général de cette Cour. J'ai entendu tout à l'heure Elisabeth Guigou soulever un certain nombre de problématiques autour de cette présidence. Nous les partageons. Il faut bien voir que, alors, premièrement, cette présidence confiée au plus haut magistrat de la Cour de cassation, ça renforce encore le poids de la hiérarchie dans le CSM. C'est-à-dire que cette fois, la hiérarchie, qui représente encore une fois 5% du corps des magistrats, sera représentée par 4 magistrats contre 3 magistrats pour l'ensemble des cours et tribunaux. Ensuite, ces premiers présidents et procureurs généraux seront finalement les éléments stables du CSM. Lorsqu'on regarde, si on prend par exemple la présidence de M. Canivet, qui est resté 10 ans, premier président de la Cour de cassation, il aurait pu rester plus longtemps. Le mandat des membres du CSM sera de 4 ans. Donc, qui sera l'élément stable du Conseil supérieur de la magistrature? Ce seront les chefs de la Cour de cassation. Et ça créera forcément une capacité d'influence extrêmement importante, puisqu'ils seront en quelque sorte les sachants. C'est eux qui garderont le souvenir, l'histoire de la façon dont fonctionne le CSM. Leur poids sera absolument considérable. L'autre problématique a déjà été soulevée par Mme Guigou, j'y reviendrai pas. Est-ce qu'on peut être président du CSM et premier président de la Cour de cassation en même temps? La charge du CSM est une charge extrêmement lourde pour celui qui préside l'une ou l'autre des formations. Il a la maîtrise de l'organisation, de l'ordre du jour. C'est un travail à part entière. Aujourd'hui, les présidents qui assurent la présidence des formations le font quasiment à plein temps. Est-ce qu'il est compatible avec la gestion d'une cour comme celle de la Cour de cassation? Autre élément que je soumets à votre appréciation, peut-on être jugé partie? Le CSM est l'organe qui nomme le premier président de la Cour de cassation. Donc, en nommant le premier président de la Cour de cassation, il désignera en même temps son président. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président de la Cour de cassation participera à la désignation de son successeur, mais il participera également au choix de tous ses juges à la Cour de cassation. Vous savez que le CSM aujourd'hui nomme directement, sans pouvoir de proposition de la chancellerie, tous les magistrats, je parle pour les magistrats du siège bien sûr, tous les magistrats à la Cour de cassation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien évidemment, le poids de ce premier président de la Cour de cassation au sein du CSM pour choisir lui-même les membres de sa juridiction sera considérable. Et on nous dit aujourd'hui il faut absolument éviter le corporatisme des juges, le clientélisme des juges. Nous en sommes d'accord, mais est-ce qu'on est sûr que par cette présidence-là, on l'évitera? Moi, je crois même qu'on va le renforcer, en tout cas pour la Cour de cassation. Il y aura bien évidemment un phénomène de clientélisme vis-à-vis du premier président de la Cour de cassation, président du Conseil supérieur de la magistrature. Nous, ce que l'on propose, c'est de continuer comme ça fonctionne aujourd'hui. Ça fonctionne très bien. Les formations élisent en leur sein un président, et cette présidence est assez démocratique puisqu'elle est tournante, c'est-à-dire que tous les ans, le CSM, chaque formation du CSM réélit à nouveau son président, ce qui permet effectivement d'avoir, je dirais, un changement entre une présidence par un non-magistrat, une présidence par un magistrat, et ça permet une aération qui est tout à fait, je dirais, conforme à un fonctionnement démocratique de cette institution. La composition du CSM. Alors, nous, on n'a pas grand-chose à dire sur l'idée Encore une fois, nous avons souvent soutenu cette position que le CSM pourrait être majoritairement composé de non-magistrats. Ce qui nous choque dans le projet, c'est les modalités de désignation des membres non-magistrats. Pour 6 d'entre eux sur 8, je rappelle qu'ils seront 8, pour 6 d'entre eux, 2 sont désignés par le président de la République, 2 par le président de l'Assemblée nationale et 2 par le président du Sénat, selon la procédure de l'article 13, c'est-à-dire avec un avis simple de la commission émanation du Parlement. Nous, il nous paraît que ça
n'offre pas les garanties suffisantes pour assurer en tout cas un consensus et un pluralisme sur la désignation de ces personnalités. On a plutôt l'impression que ça soumettra finalement le CSM à quoi d'autre que le fait majoritaire, qui est quand même très prégnant au sein de la Ve République. Et finalement, encore une fois, le mandat des membres du CSM est de 4 ans, le mandat du président de la République de 5 ans, des députés de 5 ans. Il y aura de facto une soumission au fait majoritaire de ces 6 personnalités extérieures. Et ça, nous y sommes parfaitement opposés parce que la démocratie, l'indépendance de la magistrature, ça doit être effectivement quelque chose de fondamental et donc ne pas être soumis à la loi politique du moment. Ce que nous proposions, je le répète, c'était la désignation des membres non magistrats à une majorité qualifiée du Parlement. Je crois que c'est une proposition tout à fait raisonnable sur laquelle nous insistons. Dernier petit point, c'est le rôle du ministre de la Justice. Je voudrais en dire un mot parce que le président de la République ne préside plus le Conseil supérieur de la magistrature. C'est heureux, ça permet effectivement de clarifier les choses entre pouvoir exécutif et autorité judiciaire. Pourquoi le garde des Sceaux resterait-il membre du CSM? Le comité Balladur avait proposé de rayer également le garde des Sceaux du CSM. La lettre de mission de Nicolas Sarkozy adressée au Premier ministre avait prévu au contraire son maintien. Le projet de loi prévoit également ce maintien. Ça ne nous paraît pas clair, notamment dans le libellé, je dirais, de cette participation du ministre de la Justice. Je vous le rappelle en quelques lignes, sauf en matière disciplinaire, le ministre de la Justice peut assister aux séances des formations du Conseil supérieur de la magistrature. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, selon son beau vouloir, au moment où il le veut, le garde des Sceaux pourra participer aux séances et aux délibérations du CSM. Et ça nous paraît quand même extrêmement problématique. Je crois qu'il est vraiment temps, puisque le président de la République sort du Conseil supérieur de la magistrature, de rompre définitivement le lien avec le pouvoir exécutif et de ne pas permettre au garde des Sceaux de participer aux délibérations. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas organiser les relations institutionnelles entre le garde des Sceaux et le Conseil supérieur de la magistrature. Mais il y aurait des moyens autres de le faire. Nous, ce que nous proposions, c'était de prévoir, par exemple, que le ministre de la Justice peut consulter le Conseil supérieur de la magistrature sur toute question relative au fonctionnement de la justice. Il est entendu par le Conseil chaque fois qu'il en fait la demande. Il peut solliciter une nouvelle délibération sur les propositions ou avis en matière de nomination. Ça nous paraissait effectivement, il y a un lien institutionnel entre le garde des Sceaux et le CSM. Organisons-le, mais je dirais de manière transparente et conforme à l'esprit de nos institutions. Merci. Y a-t-il des questions de mon intervention? Oui, Noël Mamère. C'est moins pour poser une question que pour approuver ce que vient de dire Madame Perreux, qui est conforme aux propositions qui ont été formulées tout à l'heure par notre collègue Elisabeth Guigou. Je pense qu'en effet, cette question du Conseil supérieur de la magistrature, dans l'architecture du projet de loi, n'est absolument pas anodine. Elle est même, à mon point de vue, le révélateur d'une volonté de surveillance de l'autorité judiciaire, et cela va tout à fait dans la continuité d'un certain nombre de lois qui ont été votées par notre Parlement et qui ont plutôt pour tendance de soumettre la justice à la police et de soumettre la justice au pouvoir politique. D'ailleurs, ce que vient de dire dans sa conclusion Madame Perreux est très intéressant. C'est en effet la liberté donnée au garde des Sceaux d'exercer son bon vouloir et, pourquoi ne pas le dire, son bon plaisir par rapport au CSM. Et quand on entend, comme cela a été dit tout à l'heure par Madame Guigou, les observations qui ont été formulées par Madame la garde des Sceaux concernant la présidence ou non du président de la République, on est effectivement en droit de s'inquiéter sur les dérives de la politique pénale de notre pays. Je pense que nous sommes un des rares pays, effectivement, dans lequel les propositions qui sont formulées vont très largement en deçà de la protection de l'autorité judiciaire, comme on peut le voir dans la plupart des pays de l'Union européenne. Comme l'a souligné lors des auditions le président Mazot, par ailleurs professeur de droit, la justice n'est qu'une autorité, ce n'est pas un pouvoir, certes,
Encore faudrait-il d'ailleurs regarder plus attentivement les conséquences politiques de cette affirmation. Mais il est clair que l'on ne peut pas parler de vitalité démocratique s'il n'y a pas un Conseil supérieur de la magistrature qui ait une garantie d'indépendance. Et je crois que ce qui est le plus important, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, à la fois par Mme Guigou et confirmé par Mme Péreuse, c'est la question des magistrats du parquet. Et c'était la question de l'avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature, qui doit s'appliquer aussi bien aux magistrats du siège qu'aux magistrats du parquet, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mme Péreuse nous a en effet expliqué que 100% des magistrats du parquet étaient désignés par la chancellerie. Donc, je pense que toutes les critiques qui sont adressées aux magistrats sur le corporatisme et le clientélisme apparaissent comme totalement subalternes par rapport à l'essentiel de la question qui est posée dans cette réforme. Et je crois que ce qui est proposé pour le CSM est tout à fait à l'image du projet, qui ne reste au fond, et je le répète ici une nouvelle fois, pour être sûr d'être bien entendu, je pense qu'il s'agit d'un leurre, rien d'autre que cela. Et que, en voulant mettre le Parlement au pas, on veut aussi mettre la justice au pas. Merci Jean-Jacques Urvoas. Oui, deux petites questions, puis une remarque préalable d'abord pour dire à nos invités que depuis le début des auditions, c'est-à-dire depuis lundi matin, à chaque audition, la question du CSM a été posée, que ce soit par les professeurs de droit, je ne mets pas Pierre Mazot dans les professeurs de droit, mais nous en avons auditionné 7, nous allons en recevoir un 8e tout à l'heure. Chacun a montré à la fois l'intérêt qu'il portait, la dimension symbolique du CSM, et bien peu en réalité pour approuver tel qu'il est aujourd'hui écrit le projet de loi, donc je pense que le débat parlementaire aura de l'intérêt. Mais c'est une précision que je voulais avoir par rapport à votre propos. Vous avez indiqué qu'il existait dans l'Union européenne aujourd'hui des conseils supérieurs où les magistrats n'étaient pas majoritaires, voire même où ils étaient minoritaires, ou alors peut-être ai-je mal compris. D'accord, alors vous avez précisé, nous tenons plutôt du paritarisme dans le CSM. Et puis une question qui n'est pas liée à ce CSM stricto sensu, mais à l'autorité judiciaire et à l'article 64 de la Constitution, qui fait du président de la République le garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Donc à compter du moment où le président de la République n'est plus au CSM, qui, de votre point de vue, est le garant de l'indépendance? Merci. Guy Geoffroy. Oui, moi je voudrais revenir sur le propos qui a été tenu concernant la place que pourrait occuper, j'ai entendu par ailleurs parler du bon vouloir, ça me semble un peu excessif, par le garde des Sceaux dans le CSM tel qu'il est proposé. Sauf à ce que les auteurs du texte ne contredisent mon propos, j'ai le sentiment que le verbe assister n'a pas la même portée que le verbe participer. Et que si nous avons dans ce texte le verbe assister, c'est que justement on n'a pas souhaité y mettre le verbe participer. Alors, je renvoie mon opinion par rapport à ce qui a été dit, et je sollicite par ailleurs l'avis plus éclairé que le mien sur cette question. Moi, j'ai vraiment le sentiment que, et là je parle non pas au nom de mes collègues qui étaient membres de la commission d'enquête sur Outreau, mais tout simplement en tant que parlementaire qui a fait partie de cette commission d'enquête, je trouve que dans ce texte, il y a, et notamment pour la part qui ne reviendrait plus au président de la République et qui reviendrait désormais au garde des Sceaux, une avancée qui va tout à fait dans le sens de ce qui a été exprimé très majoritairement et même quasiment à l'unanimité par les membres de la commission d'enquête. Moi, très sincèrement, ma lecture du texte, c'est le garde des Sceaux, justement, dans le cadre de la nécessité qu'il a à connaître, quand il l'estime nécessaire, de très près les débats du CSM, peut, d'après le texte qui nous est proposé, assister à ces débats, ce qui ne veut absolument pas dire qu'il y participe et qu'encore moins il contribue à l'expression du vote. C'est la lecture que j'en fais, je crois que c'est la bonne. Merci Jean-Christophe Lagarde. Oui, sur ce dernier point, moi je partage la lecture qui vient d'en être faite. Je voulais simplement vous poser une question. Vous soulevez un point qui n'est pas négligeable sur le fait que, sur la présidence du président de la Cour de cassation et d'ailleurs du procureur général auprès de la Cour de cassation, dont acte si on choisissait un mode électif. Néanmoins, aujourd'hui,
de façon formelle, le président de la Cour de cassation, le premier président de la Cour de cassation, pardon, préside le CSM. C'est pas prévu par les textes, mais enfin c'est quand même lui, nous disait-il, qui le préside de fait, même si le président de la République... Non, il préside la formation disciplinaire. Et il ne participe absolument pas à toutes les autres délibérations du CSM sur la carrière des magistrats. Nomination, avancement... Vous avez répondu à la question. Merci. Donc, dernier intervenant, Charles de la Verpillière. Oui, moi je crois que toutes les questions n'ont évidemment pas la même importance. La plus importante, c'est celle qui concerne l'étendue des pouvoirs que l'on veut attribuer au Conseil supérieur de la magistrature. Est-ce que c'est lui qui a un pouvoir de nomination? Est-ce que c'est lui qui fait des propositions? Est-ce qu'il a un avis conforme, etc. Ça c'est évidemment la vraie question. Deuxième question, un peu moins importante, mais qui l'est tout de même, qui préside? Qui préside? Est-ce que c'est un très haut magistrat? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre, etc. La troisième question, c'est la composition du CSM. Moi, je dois vous dire que je pense que c'est un faux problème. C'est un faux problème. Je crois que, quoi qu'il arrive, les gens qui seront là seront des gens respectables. On ne peut pas leur faire de procès d'intention. Ce ne seront certainement pas des gens manipulables. Donc je ne suis pas convaincu que ça soit un vrai problème. Et je voudrais poser une question. Actuellement, quel est le rôle du secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature? Par qui est nommé le secrétariat? Quel est son rôle exact? Parce que ça c'est important, parce que c'est le secrétariat en réalité qui a la mémoire. Et sans déclencher de polémique, je voudrais dire que j'ai toujours trouvé très très hypocrite qu'un président de la République de 1981 à 1995 ait dit « Oh mais vous savez, moi j'ai toujours suivi les avis du Conseil supérieur de la magistrature ». Mais c'est vrai, il avait toujours suivi les avis du Conseil supérieur de la magistrature. Mais comme ces avis lui convenaient toujours, et pour cause, il n'avait pas de mal à le faire. Donc j'aimerais savoir quel est le rôle du secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature. Merci. Donc je vous donne la parole pour répondre. Oui, pour répondre d'abord à M. Hervois, mon propos c'était non pas sur la composition, parce que vous avez raison, les compositions européennes, et je crois que c'est suffisamment rappelé partout, c'est la parité, hein, c'est le modèle européen, c'est même la recommandation du Conseil de l'Europe, la parité. Je parlais uniquement de la désignation des membres non magistrats et de la référence à une majorité qualifiée par le Parlement. Ça existe en Belgique, ça existe en Italie, ça existe au Portugal. Donc il y a d'autres modèles qui fonctionnent aujourd'hui à la satisfaction, je crois, d'à peu près tout le monde. Donc ça ne serait pas impossible dans notre pays. Absolument pas. Non, c'est même le modèle que nous proposons. Hein. Ça fait bon. Pour répondre sur le garde des Sceaux, assister, bien sûr, ce n'est pas délibérer. Vous avez parfaitement raison de le souligner. En même temps, assister, à quoi ça sert? Sinon, à vérifier ce qui se passe pendant les sessions pendant les délibérations du Conseil supérieur de la magistrature. À quoi sert-il d'assister? C'est un renforcement, à notre sens, de la présence de ce que j'appellerais des non-magistrats et sans doute des politiques. Alors, vous dites que aujourd'hui le CSM fonctionne très bien et que les membres non-magistrats font preuve d'une grande indépendance et ne reçoivent leurs ordres de personne. Écoutez, je crois que c'est l'objet de débat. Hein. En tout cas, nous, au syndicat de la magistrature, nous sommes persuadés du contraire. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, les membres non magistrats, compte tenu de leur mode de désignation, obéissent. Enfin, il y a quelque part une mission politique, hein, et elle existe dans d'autres autorités, au Conseil constitutionnel, au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Et il nous semble que, en tout cas, sur la question de la justice, il est temps de clarifier, je dirais, les relations institutionnelles entre l'autorité judiciaire, qui n'est pas un pouvoir dans notre Ve République, mais qui doit, en tout cas, pouvoir garantir son indépendance. Je voudrais revenir sur la question de l'indépendance.
le président de la République, au terme de l'article 64, ne préside plus le CSM, mais il reste le garant de l'indépendance de la magistrature. L'article 64 n'est pas modifié. Je crois savoir que le Conseil d'État, dans l'avis qu'il a pu rendre sur ce projet qui n'est pas public, mais dont on parle quand même beaucoup, a fait deux réserves sur le Conseil supérieur de la magistrature. La première concerne effectivement qui aujourd'hui devient concrètement le gardien de l'indépendance, et le Conseil d'État aurait proposé, je parle parce que je n'ai pas vu cet avis, mais on en parle beaucoup, aurait proposé que cette mission soit réaffirmée et confiée au CSM en modifiant l'article 65, c'est-à-dire en disant véritablement le CSM est le garant de l'indépendance de la magistrature. Visiblement, ce n'est pas repris dans le texte. Je ne suis pas sûre que ce projet de loi ait pour ambition de garantir l'indépendance de la magistrature. Il y avait une autre réserve qui concernait la présidence, je dirais, bicéphale du CSM, qui laisse craindre, et c'est notre crainte, qu'à terme, alors peut-être pas aujourd'hui, mais ça pourra se faire dans le cadre de la loi organique, nous n'avons aucune garantie sur la loi organique, on consacre la séparation du siège et du parquet. Et l'unité du corps, c'est quelque chose auquel, je crois, notre institution et les magistrats sont très, très attachés. Alors, je voudrais juste dire une chose, c'est à propos de la formation plénière. Il y a quelque chose d'étonnant, parce que lorsqu'on dit le CSM est garant de l'indépendance de la magistrature, c'est le CSM en tant qu'institution, c'est pas la formation siège ou la formation parquet. Donc il faut bien qu'à un moment ou à un autre, ces deux formations s'unissent, se réunissent pour effectivement assurer cette mission constitutionnelle qui est d'être garant de l'indépendance. À plusieurs reprises dans notre histoire, des présidents de la République ont demandé d'ailleurs des avis sur la garantie de l'indépendance de la magistrature. De lui-même, le CSM a émis un certain nombre d'avis sur des affaires médiatiques qui, à son sens, portaient atteinte, en tout cas au principe de la séparation des pouvoirs et de l'indépendance de la magistrature. Un certain nombre de lois sont venues consacrer cette formation plénière. Je pense tout simplement à la loi de mars 2007 qui a modifié notre loi organique et qui prévoit que le CSM doit se charger d'établir le recueil des obligations déontologiques des magistrats. Ça, c'est la loi organique mars 2007. C'est forcément en formation plénière que ce travail de réflexion qui est très important pour notre corps se fait. On ne peut pas imaginer qu'il y ait des obligations déontologiques pour le parquet et des obligations déontologiques pour le siège. Or, on s'obstine à nier l'existence de cette formation plénière, et là encore aujourd'hui, elle n'existe toujours pas. Pour nous, ça traduit véritablement deux choses. Sans doute que cette formation plénière, elle gêne, parce qu'effectivement, elle a rendu un certain nombre d'avis qui n'ont pas toujours fait plaisir à nos gouvernants. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. L'autre problématique, c'est qu'en ne la reconnaissant pas, quelque part, on peut aller tout droit vers cette séparation du siège et du parquet. Et nous, c'est ce que nous ressentons profondément comme risque dans ce projet. Donc risque, atteinte à l'indépendance, reprise en main de la magistrature, comme disait M. Mamère. Je crois que nous sommes très inquiets de ça. Et finalement, aucun pouvoir nouveau donné au CSM pour gérer les carrières et faire en sorte effectivement que la justice remplisse simplement sa fonction démocratique. Merci. Il me reste à vous remercier de votre participation à nos travaux. Je me permets de vous laisser notre contribution écrite. Merci.